Alors, nous allons changer de domaine complètement en passant à la rythmologie. Et c'est donc notre ami Xavier Vencrove qui va traiter du sujet suivant, indication de l'ablation précoce dans la fibrillation auriculaire, qui est une pathologie d'une très grande fréquence et qui est donc un problème quotidien qu'il va aborder là. Merci bien. Bonjour à tous, messieurs, mesdames les académiciens, chers maîtres. Donc, c'est un grand plaisir que d'être parmi vous pour parler de notre discipline qui est la cardiologie interventionnelle. Et j'en remercie Jean-Philippe Metzger pour son invitation. Et donc, mon propos est de parler de l'ablation de l'AFA, donc je pense que vous avez déjà entendu, mais surtout de son délai d'application de cette technique. Quelle est donc l'indication à faire cette intervention de façon précoce. Donc, pour m'aider un petit peu dans l'élaboration de ce topo, j'ai cherché une petite aide auprès d'une autre académie non lointaine à travers la définition de la précocité. Je n'ai pas trouvé grand-chose, mais j'ai trouvé quand même une information majeure qui est cet exemple de précocité, à savoir que la maladie a pu être bien soignée grâce à un diagnostic précoce. Et j'espère pouvoir vous démontrer qu'en traitant précocement nos patients, on va les soigner correctement. Donc la précocité, c'est ablater les patients en première intention, ablater les patients avant la mise en place des traitements anti-arrêtants. Juste une petite incartade sur l'épidémiologie de cette fibrillation atriale. Vous avez ici des projections sur le nombre de patients qui sont atteints de cette fibrillation. Actuellement, en Europe, on estime à peu près 5 millions de nombre de patients qui sont atteints de cette maladie, qui est une maladie chronique, et qui promet d'augmenter de façon quasi exponentielle à l'horizon 2050 avec plus de 25 millions d'Européens, donc 10 fois plus qu'actuellement, qui vont être atteints de cette maladie. Le profil de ces patients est à peu près le suivant. On sait qu'un patient sur 4 de plus de 40 ans va développer une fibrillation auriculaire, que ces patients atteints de fibrillation ont pour la grande majorité, 8 sur 10, plus de 65 ans, avec une petite prédominance masculine. Et si on regarde les données françaises, on voit qu'en France, il y a à peu près 1 million de patients qui sont atteints de cette maladie, cette fibrillation ou flotteur, et que chaque année, on a un peu moins de 80 000 nouveaux cas, ce qui fait beaucoup de travail pour nous, sachant qu'il y a à peu près 10-15% de ces patients qui vont finir dans les salles de cardiologie interventionnelle pour une ablation. L'histoire naturelle telle qu'on la conçoit actuellement est résumée sur ce petit schéma avec plusieurs détails importants pour la compréhension de cette prise en charge. C'est une maladie chronique, comme je viens de le dire, c'est une maladie évolutive. On considère que la maladie va se manifester par des accès brefs dans le temps, paroxystiques, qui vont se prolonger, nécessitant éventuellement une cardioversion pour restaurer le rythme normal. Et on voit qu'au fur et à mesure du temps, on va avoir ce substrat, cette oreillette qui va être malade à la fois de la répétition des épisodes d'arythmie qui va auto-entretenir. Moritz Alesi avait parlé de atrial fibrillation, de Biget's atrial fibrillation, d'un cercle vicieux qui se crée, mais aussi malade parce que l'âge, la pathologie cardiovasculaire va entretenir cette maladie. Et donc, on voit qu'il y a une évolution qui favorise l'installation de cette maladie. Ces notions-là ont abouti à un concept qui est assez récent, qu'on appelle atriopathie gauche, c'est-à-dire qu'on a constaté cette maladie de l'oreillette, on a constaté que cette maladie de l'oreillette est liée à des facteurs extrinsèques, intrinsèques, la génétique, l'hypertension, le tabac, parfois les maladies endocriniennes. Et donc, cette somme de facteurs va aboutir à une altération de la structure de l'oreillette, altération à la fois électrique qui va se manifester par la fibrillation auriculaire. On va avoir de la fibrose qui va engendrer aussi la fibrillation. Mais la fibrose va altérer la mécanique de l'oreillette avec éventuellement l'insuffisance cardiaque diastolique, la fraction d'éjection conservée, excusez-moi, et puis une altération de la coagulation qui va favoriser la survenue d'accidents thromboemboliques. Donc, on a une maladie qui est un petit peu plus vaste que la fibrillation en somme, et c'est cette maladie-là qu'on va essayer de traiter en prenant l'axe de la fibrillation uniquement. La symptomatologie, juste pour rappel, donc les patients souffrent le plus souvent de fatigue, d'essoufflement, de vertige, palpitations, voire rarement de syncope. Mais il y a 10 à 40% des patients qui sont asymptomatiques, mais asymptomatiques ne veut pas dire qu'il n'y a pas une morbidité qui va survenir. Là encore, les données épidémiques sont assez claires, elles sont là. Donc, en termes d'insuffisance cardiaque, on considère que chez ces patients atteints de fibrillation auriculaire, on va avoir 15% des patients qui vont développer dans les 5 ans les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Le corollaire aussi chez l'insuffisance cardiaque, c'est qu'on va voir apparaître la fibrillation chez un patient sur 4 à peu près. L'AVC, tout le monde sait que la fibrillation, c'est le compagnon de l'AVC.
Donc, on considère que chez les patients tout venant, dans la globalité des patients atteints de fibrillation, le risque d'AVC ischémique est de l'ordre de 2%, un risque hémorragique un peu moindre. Quand on regarde les patients qui vont consulter pour un AVC, par contre, on voit qu'il y a jusqu'à un tiers des patients pour lesquels l'étiologie est la fibrillation atriale et probablement plutôt la maladie de l'oreillette qui va être un peu plus complexe à cerner. Et enfin, on commence à en parler de plus en plus, l'interaction de la fibrillation avec les fonctions cognitives. On estime qu'il y a 18% des patients atteints de fibrillation qui vont développer des troubles cognitifs. Ce risque, il est majoré de 40% et souvent, on a une atteinte qui va se développer assez rapidement. Voilà un petit tour de la morbidité. Bien entendu, en termes de mortalité, il y a également un effet sur la survie de ces patients. Ici, on a les données de l'étude de Framingham. On compare les patients indemnes de fibrillation avec fibrillation en termes de survie globale. On voit ici sur plusieurs générations, on pourrait dire qu'il y a une différence significative avec une mortalité plus importante chez les patients qui ont une fibrillation atriale. Et sur cette dernière tranche, on estime le nombre d'années de vie perdues de l'ordre de 2 ans. Donc, la répartition de la mortalité au sein des patients qui ont une fibrillation atriale, qui est à peu près celle qu'on voit dans la population générale, avec le premier point, la mortalité d'origine cardiovasculaire, les risques d'accidents vasculaires cérébraux également, et les néoplasies, excusez-moi. Ici, ce petit schéma pour rappeler qu'on a un score de risque, qui est le score de Chadwas, qui classifie les patients à plus ou moins haut risque et à nécessité d'anticoagulation d'accidents thromboemboliques, qui est un score qui regroupe toutes les morbidités. On voit ici la survie en fonction du score, et on voit assez logiquement, quasiment une lapalissade, que plus le score est élevé, plus on a de comorbidité, plus la survie est entachée. Maintenant, quelles sont les données qui ont été démontrées en termes de bénéfices de l'ablation chez ces patients porteurs de FA? Alors, on a beaucoup d'études, on est un petit peu comme nos collègues coronarographistes, on a beaucoup de populations étudiées. Globalement, on a pu démontrer qu'il y avait une amélioration de la qualité de vie chez les patients qui vont être traités par ablation. On a pu démontrer qu'il y avait une réduction de la charge, moins de temps passé en arythmie, moins de récidive de l'arythmie. Il y a un bénéfice aussi chez l'insuffisance cardiaque, on va détailler ça un petit peu plus tard. On va réduire un petit peu la dysfonction VG en remettant les patients en rythme sinusal et améliorer la mortalité. Et puis enfin, il y a un bénéfice, on l'a dit, en termes de fonction cognitive, un bénéfice en termes de fonction rénale également. Pour s'attacher au problème qui était donc celui de la précocité, une première question est de savoir est-ce qu'il y a un intérêt au maintien du rythme sinusal. On a tous en tête les études de fin des années 90, début des années 2000, les gros essais cliniques randomisés qui disaient qu'il n'y avait pas de différence en termes de mortalité chez les patients en rythme sinusal ou en arythmie avec une fréquence bien contrôlée. Beaucoup de travaux sont venus quand même contredire ces résultats. Et très récemment, cette étude qui date de 2020, publiée dans le New England, essayait de déterminer s'il y avait un bénéfice à maintenir le rythme sinusal chez les patients avec une fibrillation qui datait de moins d'1 an, avec, il faut souligner, un délai très court dans la randomisation, puisque les patients, après un premier épisode, étaient randomisés avec une médiane de 36 jours. On avait un peu moins de 3000 patients sur 135 centres, et la randomisation était le maintien du rythme sinusal à tout prix, pourrait-on dire, soit avec les médicaments, à peu près 80% de la population, soit avec une procédure d'ablation, ou le contrôle de la fréquence cardiaque en essayant de maintenir une fréquence au repos inférieure à 100. Les critères de jugement étaient la mortalité cardiovasculaire, la cardiopathie ischémique, les accidents vasculaires cérébraux, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Le critère secondaire était la durée de l'hospitalisation et il y avait un critère de sécurité sur mortalité toutes causes confondues, la iatrogénie et les AVC. Cette étude, donc là vous avez la population. L'information principale est la courbe de survie, ou la courbe concernant le critère composite principal qui montre qu'il y a un bénéfice à maintenir le rythme sinusal chez ces patients. Bénéfice, donc on l'a dit, sur ces 4 points, AVC, mortalité cardiovasculaire, hospitalisation et risque de cardiopathie ischémique. Donc, on voit qu'il y a un bénéfice à maintenir ce rythme sinusal. On l'a dit, l'ablation semble quand même supérieure au traitement médicamenteux et beaucoup d'auteurs se sont posé la question de traiter par ablation en première intention, en premier recours, face à un patient qui est consulté pour une fibrillation atriale paroxystique. On a 6 essais cliniques randomisés qui s'étagent entre 2005 et 2021, avec une population qui est un petit peu triée, FA paroxystique,
Patients relativement jeunes, 56 ans, qui ont une FA depuis peu de temps, sans dilatation de l'oreillette, avec une fraction d'éjection conservée. Quels sont les résultats poolés de ces études de plus de 1200 patients? Elles sont les suivantes. Une réduction du risque de fibrillation ou de tachycardie atriale, une réduction aussi des hospitalisations, une amélioration de la qualité de vie, des effets secondaires à peu près équivalents. Et donc, on a à travers cette thématique de l'ablation en première intention, clairement des résultats qui sont en faveur de la procédure interventionnelle d'aller isoler les veines pulmonaires. L'autre question, est-ce qu'en intervenant précocement, on va pouvoir enrayer la progression de cette maladie? Alors, quand on parle de progression, voilà ce qu'on peut avoir dans les différentes études. C'est une étude qui s'intéressait à la prévention du risque embolique cérébral, avec ici la population totale de l'étude. On avait 1200 patients qui avaient une FA paroxystique, et quand on regarde le devenir sur le suivi de l'étude, on a 19% qui vont passer sur une forme persistante ou permanente, donc ce qu'on considère l'évolution de cette maladie. Si on regarde cette fois-ci pour les fibrillations récentes, on a à peu près le même pourcentage ici, autour de 18% de patients qui vont passer sur une forme persistante, permanente, qui est corrélée avec les symptômes d'insuffisance cardiaque. Et donc, quand on parle de progression, on considère que chez ce patient qui va se présenter pour un premier épisode de FA, on a un risque de passer sur une forme persistante ou paroxystique, à peu près 10 à 20% par an, excusez-moi. Et si on regarde à 10 ans, entre 22 et 36%. La morbimortalité n'est pas comparable quand on compare la FA paroxystique et persistante. Si on regarde ici les données de l'étude des anticoagulants oraux, du rivaroxaban, en termes de mortalité de toute cause, entre la FA persistante et paroxystique, on voit qu'il y a clairement une mortalité majorée chez ces patients qui sont en FA permanente. C'est donc ce qu'on veut éviter, on essaye d'enrayer. Là encore, on a des études, ici l'étude ATTEST, multicentrique, de 155 patients, qui sont posés la question d'enrayer la progression de cette maladie en randomisant l'ablation par radiofréquence et le traitement antiarythmique. On voit qu'on a, sur ce critère de jugement qui était la progression vers une arythmie persistante, fibrillation ou tachycardie atriale, à 3 ans, on a une différence significative avec à peu près 10 fois moins de patients dans le groupe ablation que dans le groupe traitement médicamenteux. Donc, on voit que cette stratégie d'ablater va permettre d'enrayer. Et est-ce que si on ablate précocement, on enraye toujours autant la maladie? Et donc, on a ici cette étude très récente de janvier 2023 du New England Journal qui s'est intéressée à cette question. On a randomisé 2 groupes, 152 patients traités, non pas comme le schéma indique ici par radiofréquence, mais par cryoablation. Donc, on va mettre un ballon froid au niveau des veines pulmonaires pour assurer la cautérisation circonférentielle. 150 patients dans le traitement, la souris marche toute seule. Donc, 150 patients dans le traitement médicamenteux. Ces patients vont être très, très bien suivis, puisque chez ces patients, on va mettre un dispositif implantable sous-cutané, un holter implantable, qui va permettre de monitorer en permanence, et ce sur 3 ans, les arythmies éventuelles. Donc, on a vraiment un reflet juste du contrôle de l'arythmie, avec les critères de jugement qui sont ici, le passage en arythmie persistante, les épisodes paroxystiques, la charge en arythmie, ce qu'on appelle la charge qui correspond au pourcentage de temps en arythmie, les hospitalisations, les décès toutes causes, la iatrogénie et la qualité de vie. Et si on regarde la différence entre l'ablation et les antiarythmiques, on a une différence significative en termes de prévention du passage sur une forme permanente. On a aussi une différence significative en termes de récidive de l'arythmie pour l'ablation. Il faut traiter un patient sur 18 pour voir apparaître ce bénéfice. On peut résumer donc en termes de résultats de l'étude, on a clairement, avec l'ablation ici par cryoballon, un bénéfice donc sur la prévention du critère composite de fibrillation persistante, fibrillation paroxystique, charge en fibrillation, hospitalisation, qualité de vie. Par contre, on a toujours un petit peu de mal dans ces études à montrer un bénéfice en termes de mortalité et on n'a pas de différence en termes de iatrogénie entre les 2 thérapeutiques. L'autre question aussi est de savoir, est-ce que si le délai entre le diagnostic et l'ablation est plus ou moins long, va-t-il y avoir un retentissement sur le risque de récidive? Donc, on voit dans cette étude différents groupes, 30 à 180 jours, l'ablation
l'ablation est effectuée dans les 30 à 180 jours, un petit peu au-delà, et on voit que c'est dans ce groupe où on intervient le plus précocement, on va avoir les meilleurs résultats et le moins de récidives. Pour finir, une dernière étude, l'étude Gloria, qui s'est intéressée là encore à l'ablation précoce pour prévenir les critères de mortalité chez des patients qui avaient donc une arythmie qui datait de moins de 3 mois. C'est un registre prospectif observationnel. Il y avait 445 patients traités par ablation, 25 000 traités médicalement. Le critère composite était les décès toutes causes, l'AVC, les saignements hémorragiques, les hémorragies majeures, un suivi de 3 ans. On regardait aussi les décès de causes cardiovasculaires. Je vais un petit peu vite. Et donc, on voit que dans cette étude, on a une réduction de 50% du critère composite principal et une réduction de 55% de la mortalité de toute cause. Donc là encore, l'ablation semble faire mieux en termes de mortalité. Ça se traduit dans les recommandations. On voit ici ces recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2021 en ce qui concerne l'ablation en première intention. Donc, il est recommandé de proposer l'ablation en première intention chez les patients qui sont symptomatiques pour de la FA paroxystique, pour des épisodes d'FA qui s'arrêtent d'eux-mêmes, pour les patients qui ont une fibrillation persistante, pour lesquels on pense qu'on a de forts arguments d'avoir peu de récidives après l'ablation, des oreillettes peu dilatées, peu de facteurs associés avec des comorbidités cardiovasculaires. Et enfin, on propose aussi l'ablation chez des patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche. Classe 1, si on pense que la cardiopathie, la dysfonction ventriculaire est liée à l'installation de cette arythmie. Classe 2A, si on pense que la fibrillation va majorer l'insuffisance cardiaque. On peut retenir, en somme, que l'ablation a pris une part de plus en plus importante dans la prise en charge de la FA. C'est une technique qui a été mise en avant dans la fin des années 90, donc qui est arrivée un peu à l'âge adulte, plus de 25 ans. On voit que les bénéfices qui ont été démontrés de façon globale sur l'évolution de la maladie, la mortalité, la morbidité, les récidives, on la conserve aussi sur l'intervention précoce, qui s'avère supérieure au traitement médical sur les critères de jugement. Reste à déterminer à quel point on est précoce. Est-ce qu'il faut proposer à 3 mois, 1 an, 24 mois? Voilà des réponses qu'on a. Merci de votre attention. Merci. Merci aussi de cette référence à l'Académie française que vous avez faite en nous évoquant, sachant qu'en termes de précocité, en tout cas concernant le printemps, la notion est toute relative. Et je vois qu'elle est également au point de vue de l'évolution d'une FA. Oui, en bas. Vous avez confirmé l'utilité précoce. On va juste à savoir qu'est-ce qu'on entend précoce. Deuxièmement, vous avez dit qu'un certain nombre de fibrillations auriculaires passent inaperçues. Donc, c'est un problème de diagnostic. Est-ce que vous pensez qu'il y a une place pour les appareils connectés comme des montres pour déceler les fibrillations auriculaires? Si oui, à qui et pourquoi? Dans les recommandations, on pense qu'il y a une place au dépistage à partir de 65 ans. Donc, c'est vrai qu'après, il faut s'entendre sur le dépistage. Alors, c'est vrai que les appareils connectés dans la pratique ont quand même un grand intérêt. Il y a plusieurs études, notamment avec Apple Watch, qui ont permis de démontrer que chez les patients qui ont des palpitations, ça aide au diagnostic. Le problème, qui est le problème des patients qui sont asymptomatiques, parce qu'on considère qu'ils ne vont pas venir consulter parce qu'ils ne ressentent pas les palpitations. Donc, c'est vrai qu'il y a probablement une place, il n'y a pas vraiment de recommandations, il n'y a pas vraiment de données assez précises sur la population à qui on peut proposer ça. On voit quand même qu'il y a des patients qui sont à plus haut risque. Alors, je ne suis pas revenu dessus, ce n'est pas tout à fait le sujet du propos, mais on sait que l'hypertension est un grand vecteur, que le diabète, le tabac aussi, l'apnée du sommeil, l'obésité. Donc, probablement chez ces patients qui ont des facteurs de risque qui sont les mêmes que pour ceux de la coronaropathie, il faut s'intéresser, comme on va dépister la maladie coronarienne, à dépister la fibrillation auriculaire. Et le caractère génétique, vous avez évoqué également? Un caractère génétique. Alors, il y a plusieurs gènes. Une génétique qui n'est pas si intuitive que ça, mais en tout cas, il y a plusieurs gènes. Et le constat est de dire que chez un patient qui présente une fibrillation auriculaire, il y a un risque majoré de 30% de développer une fibrillation chez les apparentés. Et juste pour revenir sur la problématique des asymptomatiques, on considère que les patients sont asymptomatiques parce qu'ils n'ont pas de plainte,
mais on se rend compte que chez les patients qui sont en fibrillation persistante, pour lesquels on va faire un choc électrique, 70% après la restauration du rythme normal se disent améliorés. C'est-à-dire c'est une maladie qui est assez insidieuse, qui s'installe progressivement, les patients s'autolimitent d'eux-mêmes et ne sont pas conscients du retentissement précis. Pour parler de dépistage, en principe, quand on parle de politique de santé publique, actuellement, il n'y a pas de consigne claire, clairement établie. Il y avait Hubert Joannet, et puis... Oui, est-ce que vous pouvez dire un mot sur les agents utilisés, c'est-à-dire donc électricité, chaud, froid, ultrasons, électroporation, quelle est la tendance en termes d'efficacité et de morbidité, quoi. Alors, bien entendu, juste un petit laïus très bref. Donc, le principe, c'est d'aller faire une cautérisation, entre guillemets, au niveau des orifices des veines pulmonaires pour éviter que l'activité électrique des veines communique avec l'oreillette et dégénère. L'énergie, la première à avoir été décrite, c'est la radiofréquence par notre collègue bordelais Michel Isaguer, qui avait isolé les veines pulmonaires. Donc, il y a les énergies thermiques, que sont la radiofréquence, le cryoballon, qui a été développé assez rapidement après la radiofréquence, puis actuellement, ce qui, je dirais, nous cible beaucoup les rythmologues, en tout cas, et un peu les patients qui sont toujours très informés, c'est ce qu'on appelle l'électroporation. L'électroporation est une technique un petit peu alternative qui naît des premières expériences de fulguration, qui étaient de Jean Rostand, notamment, pour Bertrand et Dufontaine. Et donc, cette technique consiste, comme on le fait en oncologie, à aller appliquer un champ électrique puissant au niveau de la membrane cellulaire, de faire des trous dans la membrane, et en faisant des trous dans la membrane, on va léser les cellules. On espère que la lésion est définitive, puisqu'elle est plus ou moins réversible en fonction de l'énergie. Et la caractéristique de cette énergie par rapport aux autres énergies thermiques, c'est qu'elle a une certaine spécificité en fonction des tissus. Chaque groupe cellulaire est sensible de façon différente. Il y a un seuil de sensibilité. La chance qu'on a, nous, cardiologues, c'est que cette sensibilité est très basse sur les cellules myocardiques, ce qui fait que quand on va appliquer l'électroporation, on va léser les cellules myocardiques et on n'a pas le risque de léser les structures avoisinantes, comme on l'a malheureusement avec la radiofréquence, avec ce qu'on redoute le plus, mais qui est très rare, c'est les fistules atriosophagiennes, qui rencontrent nos collègues chirurgiens cardiaques et qui ont une mortalité de l'ordre de 90%, même si c'est un cas pour 10 000. Les lésions de sténose des veines pulmonaires et, de façon plus anecdotique, avec le chaud, les lésions du nerf phrénique. Lésions du nerf phrénique qu'on rencontre plus fréquemment avec le cryoballon, qui va faire une gangue de froid tout le long des veines pulmonaires. Et on sait la proximité du nerf phrénique droit, des veines pulmonaires droites, et donc on risque de léser les veines pulmonaires en faisant de la cryoablation. Et donc, c'est vrai que les succès, toujours un petit peu difficile parce que l'électroporation, c'est le petit dernier, donc on n'a pas encore de comparaison. On est sur des succès qui sont de l'ordre, quand on compare cryo et radiofréquence, de l'ordre de 70-80% de maintien de rythme sinusal à 1 an. Avec l'électroporation, on a 70% sur des registres un petit peu internationaux. Tant que les choses n'ont pas été clairement comparées l'une à l'autre, je pense qu'on a du mal de dire. Je pense que globalement, sur cette problématique de l'énergie, on peut dire qu'on a cette préférence pour l'électroporation parce qu'on a l'impression qu'il y a moins de risques. Les taux de succès sont quand même assez comparables. Si on fait un parallèle sans doute osé par rapport à ce qu'on a entendu la semaine dernière sur l'épilepsie, on a vu qu'ils étaient en train de... C'est des cousins, c'est pour ça que je me permets, j'espère. Les relations sont bonnes, mais ils ne sont pas loin chez vous. Ils sont en train de passer d'un traitement lésionnel, c'est ce que vous décrivez, vers un traitement non lésionnel, plus basé sur une stimulation, une forme de stimulation ou d'un plan. Est-ce qu'il y a une réflexion, une recherche dans votre domaine? Actuellement, on est resté quand même sur cette découverte physiopathologique des collègues bordelais de dire que l'activité électrique des veines pulmonaires ne doit plus interagir avec le reste de l'oreillette et donc on n'a pas de parade en mettant en place un stimulateur haute fréquence. Donc, on est quand même resté sur quelque chose de très mécanique, je dirais presque chirurgical, que d'aller isoler, faire l'exérèse au sens figuré de cette activité électrique. Merci. J'ai une question à distance, je ne sais pas d'où, docteur Rosencher, oui. Je ne sais pas où elle exerce, c'est pour ça. Quelle est la durée moyenne de ce type d'intervention? Alors, c'était très long, je l'ai appris ce matin au début, mais je pense qu'il y a beaucoup de... Alors là, on est sur des temps qui sont quand même bien écourtés. Alors, l'électroporation dont on a parlé, on a des temps opératoires qui sont de l'ordre de 40 minutes peau à peau. Et sur les autres techniques, c'est à peu près équivalent. Alors, peut-être un petit peu au-delà d'1 heure sur des formes simples, entre 1 heure, 1 heure et quart. Alors, oui. Deux questions. Est-ce que les cardiologues interventionnels français, à l'heure actuelle,
ont une logistique suffisamment puissante pour prendre en charge, en première intention, la fibrillation atriale. Et deuxième question, quelle est la place actuelle de l'intelligence artificielle dans le traitement de la fibrillation atriale, diagnostic et thérapeutique? Alors après, on est un petit peu comme les coronographistes, hein, on est quand même, on a vu l'épidémiologie, on est submergé par les patients, donc probablement il n'y a pas assez de cardiologues pour prendre en charge tous les patients. C'est des spécialités qui sont soumises à autorisation, donc on ne peut pas ouvrir des centres aussi facilement qu'on le souhaite, donc on est toujours un petit peu dépendant. Après, sur la question de l'intelligence artificielle, c'est une question qui peut-être dépasse un peu le temps de l'intervention, mais il y a des procédés qui sont proposés, mais qui sont plus sur une réflexion physiopathologique de l'arythmie. C'est la conception même de l'arythmie, où si on va chercher des zones qui sont des zones de réflexion de l'arythmie ou d'entretien de l'arythmie, on peut s'aider en étudiant les signaux électriques à l'aide de logiciels d'intelligence artificielle, mais le gros quand même de cette procédure, c'est quelque chose de très anatomique. On va isoler les veines pulmonaires. Une question concernant le taux de réintervention nécessaire, le nombre de récidives sur lesquelles vous êtes amené à revenir et à proposer de nouvelles. Alors, on est quand même un petit peu pour cette réponse sur la forme de l'arythmie. On l'a vu, on a dit il faut venir tôt parce que plus on est tôt, moins l'oreillette est malade et meilleur sera le résultat. Donc, on dit qu'on a des récidives, c'est de l'ordre de 10% sur les fibrillations paroxystiques, la nécessité de réintervenir parce que la voilure n'a pas tenu, parce que d'autres foyers vont apparaître. Et on est un petit peu mitigé sur les formes persistantes ou paroxystiques où l'oreillette est très malade, très dilatée. Le simple geste d'isoler les veines pulmonaires n'est pas forcément suffisant, ou l'oreillette, le tissu est plus malade, on a moins de bons résultats. Donc, c'est un petit peu difficile à dire. C'est une discussion qu'on a avec le patient au moment de la récidive, de savoir si on réintervient ou non sur les formes persistantes. On peut retenir des chiffres d'ordre de 30% peut-être sur les formes persistantes de nécessité de réintervenir. Et le taux de succès on dit les taux de succès paroxystiques, c'est autour de 80%. Les persistantes, on est un petit peu plus… sur les réinterventions. Oui, sur les réinterventions, on est de l'ordre de 60%, 70% avec de la réintervention. Est-ce qu'il y a un moment où vous considérez que c'est trop tard pour ablater? Oui, on propose de chirurgie. Très bien. Oui, oui. Bon, généralement, on propose assez facilement 2 procédures, c'est des formes un peu installées. Après, au bout de 2 procédures, on réfléchit. Il y a d'autres techniques un petit peu moins élégantes, mettre un stimulateur et créer un bloc auriculo-ventriculaire qui marche bien aussi. Merci. Merci à vous.